La vie est déjà assez dure quand on est coincé dans un boulot de 9 à 5, mais c'est encore pire quand le patron est juste un chien qui aboie et ne fait que crier sur ses employés. Rencontrer Jin Song, qui a soudain remarqué ces étranges fenêtres système annonçant une apocalypse zombie imminente. Mais avec le stress de son boulot, ajouté au jappement constant de son patron, il n'a même pas le temps de réfléchir correctement à ses notifications surnaturelles. La seule chose qui maintient sa santé mentale est la gentillesse que lui témoigne sa collègue Seon Ah. Il pense souvent à démissionner, mais avec l'IA qui prend le relais des emplois à distance et le chômage qui explose, il n'a pas beaucoup d'options sur lesquelles se rabattre. C'est à ce moment-là que tout commence à empirer. Même en plein été, la neige commence à tomber partout dans le monde. Un phénomène surnaturel que la science ne peut expliquer. Les choses se compliquent vraiment quand Jin Song voit un collègue dévorer le corps d'un autre. C'est là que Jin Song comprend qu'il est dans une situation désespérée. Son collègue zombifié le poursuit, le forçant à fuir pour sauver sa vie. Il repère une chaise à proximité, la saisit et se prépare à se défendre. Mais à ma grande surprise, dans la scène suivante, notre garçon est montré comme s'il se tenait de l'autre côté du mur. Un bug dans la matrice? Dites-le moi dans les commentaires. Même ainsi, rencontrer un vrai zombie est traumatisant. Ses genoux cèdent, le faisant chuter. Soudain, son téléphone sonne. Un message est diffusé. Les gens mutent à cause d'un virus nommé Rage, donc il est conseillé à tous de rester à l'intérieur. C'est beaucoup à assimiler. Jin Song est sûr qu'un virus avec un nom étrange comme Rage ne pourrait pas transformer les humains en vrais zombies. Il doit y avoir quelque chose de bien plus incompréhensible qui se passe. Il consulte les réseaux sociaux où tout le monde parle de zombies ravageant les quartiers et de neige tombant en plein été. C'est alors que tout s'éclaire dans sa tête. Peut-être que ces fenêtres de système d'un autre monde qu'il a vues sont liées à ces événements catastrophiques. Il tente de trouver des infos sur les fenêtres de statut, mais rien d'utile n'apparaît. Les choses empirent quand son téléphone grésille sur un écran statique et perd toute connexion. Le désespoir s'installe, son esprit s'engourdit, son corps se fige sous l'effet des températures qui chutent anormalement. Pour l'instant, son plus gros problème n'est même pas les zombies mangeurs de chair, c'est l'atmosphère glaciale qu'il doit survivre. Il compte sur l'idée que des sauveteurs pourraient arriver bientôt. Pour augmenter ses chances, il décide de préserver la batterie de son téléphone, qui est actuellement à 83%. Prudemment, il explore le bâtiment, espérant éviter les zombies. Sa priorité est de trouver des vêtements chauds et de la nourriture pour survivre. Heureusement, il trouve des vêtements dans un tiroir et les met tout de suite. Non. Ensuite, la nourriture. Bientôt, il trouve un sac avec des vêtements de rechange, de l'eau et de quoi se ressourcer. Il n'est pas sûr à qui appartenait ce sac, mais il est reconnaissant que quelqu'un l'ait laissé derrière. La prochaine étape est de trouver une arme adéquate pour se défendre. Après avoir suffisamment cherché, il trouve des clubs de golf fiables qui l'attendaient commodément. Avec ses provisions, il peut tenir environ 3 jours. La question est donc, le sauvetage arrivera-t-il avant qu'il ne meure de faim? Dans ce froid impitoyable, les rues sont pleines de zombies et de monstres, et avec la tempête de neige, il ne sera pas facile pour les hélicoptères de l'atteindre. Si les sauveteurs ne viennent pas dans la semaine, la seule chose qui l'attend est la mort. Pire encore, la température baisse plus vite que jamais. Et puis une autre fenêtre du système apparaît devant ses yeux. Dans la boutique du système, il voit une liste d'articles. Des vêtements divers y figurent. Il veut vraiment les obtenir, mais il n'a pas assez de monnaie du système. Soudain, des pas résonnent à proximité. Il sort rapidement de son coin tranquille et se tient prêt à affronter ce qui approche. Avec le club de golf à la main, il court pour trouver la menace avant que la menace ne le trouve. Juste avant qu'il ne frappe avec le club de golf, il s'avère que c'est simplement son collègue, Kim Joo-man. L'introduction se passe bien puisqu'ils se connaissent déjà. Jin Song est même le chef de ce gars au boulot. Il s'assoit et Kim Joo-min raconte comment il est arrivé ici. Pendant la pause, il était coincé à la cantine. Entendant des bruits étranges dehors, il a verrouillé la porte. Quand il a tenté de fuir, il s'est frayé un chemin en poussant à travers les zombies vers les escaliers de secours. Mais ce n'est pas le genre d'information que Jin Song espérait. Non seulement ce type n'a aucune info significative, mais il veut aussi profiter des précieuses provisions durement acquises de notre garçon. Bien sûr, Jin Song refuse, mentant qu'il n'en a pas. Bien plus tard, lorsque notre garçon attrape la bouteille d'eau pour la remplir, son cadet lui attrape la main et son attitude passe de sympathique à suspicieuse. Il commence à transpirer malgré le froid glacial. C'est comme s'il avait vu à travers les mensonges de Jin Song et voulait qu'il avoue. Heureusement, rien ne se passe. Du moins pas encore. Mais Jin Song ne peut pas se défaire de son malaise. Il se demande pourquoi ce type transpirait tant. Je ne sais pas pour vous, mais je voyais déjà que ce salaud était infecté. Et bien sûr, ce salaud essaie de tendre une embuscade à Jin Song par derrière après s'être transformé en zombie. Mais mon gars réagit vite, fracassant sa bouteille d'eau sur le visage du salaud, puis le frappant assez fort pour qu'il s'écrase contre le mur voisin. C'est incroyable que, il y a à peine quelques instants, ce type parlait comme un humain normal. Alors comment a-t-il pu se transformer en monstre enragé si rapidement? Mais avec la survie en jeu, Jin Song n'hésite pas. Il balance son club de golf avec force et l'écrase directement sur la tête du zombie. Il continue, tout comme on le ferait avec un cafard, s'assurant qu'il est complètement écrasé et hors d'état de nuire.
C'est le premier meurtre de Jin-sung depuis le début de l'apocalypse et cela le laisse en sueur malgré le froid glacial. Mais cela en valait la peine car son système réagit soudainement à son meurtre pour le récompenser correctement. Ayant obtenu sa première pièce, Jin-sung se met à chanter, ouvre la fenêtre de statut. En inspectant les articles dans le magasin, il réalise que ces pièces peuvent être utilisées pour les acheter. La partie intéressante est qu'il gagnera pratiquement une pièce pour avoir tué un zombie. Vous pourriez penser que c'est plutôt bien, mais notre garçon ici redoute sa vie, pensant qu'il a dû risquer sa peau juste pour tuer un zombie et obtenir en retour une seule pièce dérisoire. Perdu dans ses pensées, l'attention de Jin-sung se porte soudainement sur la marque de morsure visible sur le poignet du zombie. Ce signe visuel confirme ses pensées, lui faisant réaliser que le pire est vraiment arrivé. Dans la scène suivante, notre garçon se cache sous une couverture, réalisant que même les gens en bonne santé ne sont plus dignes de confiance au milieu de l'enfer qu'il endure. Il est juste content qu'un paquet de cigarettes le réconforte. Oui, je suppose que le cancer des poumons n'a pas vraiment d'importance quand des zombies vous poursuivent. Jin-sung est hanté par l'incertitude et pense qu'il devrait chercher des ressources, quand soudain, un rugissement effrayant le surprend. Jetant un œil par la fenêtre pour voir dehors, notre garçon voit un survivant tentant de fuir la horde. Malheureusement, les zombies assoiffés l'attaquent en groupe, le laissant dans un état similaire à celui dans lequel je me trouvais quand mon ex m'a quitté. Horrifié, il recule, réalisant qu'il est dans un vrai pétrin. Un moment passe et Jin-seong est pratiquement piégé à l'intérieur. C'est déjà le 3e jour. Il est à court d'options et sa batterie est à un niveau critique de 3%. Comme si cela ne suffisait pas, il ne lui reste que 4 barres de chocolat pour survivre. Grâce à ses observations par la fenêtre, Jin-sung a appris une chose. Les gens ont essayé désespérément d'échapper aux zombies, mais ils sont traqués à chaque fois. Même avec ce genre de chance, notre garçon comprend que la seule façon de survivre sans mourir de faim est de commencer à bouger. En fixant son sac, Jin-sung commence à retirer les barricades, comprenant qu'il ne fera qu'augmenter le danger en restant ici. Pour l'instant, sa meilleure chance de survie est de chercher d'autres survivants dans le même bâtiment. Espérant que l'amitié ainsi que la coopération pourront le sauver, Jin-sung se dirige vers le 6e étage, se demandant si Jo-min a véritablement obstrué l'entrée. Selon ses mots, soudain notre garçon entend quelque chose et se précipite immédiatement vers la fenêtre. Mais quand il regarde dehors, il n'y a rien d'autre que le froid impitoyable. Il fait sombre dehors, mais il y a un signe de lumière, ce qui implique qu'une autre personne a dû utiliser le générateur pour les allumer. Cela confirme qu'il doit y avoir un autre survivant dans le bâtiment. Sachant que les lumières sont sur le point de s'éteindre à tout moment, Jin-sung se précipite en bas, sachant que sa seule chance de survie est de trouver l'autre personne à temps. Alors qu'il descend, Jin-sung théorise sur l'emplacement du survivant. Sa meilleure supposition était que cette personne doit se cacher dans le bureau de gestion ou à la sécurité. Le mieux, c'est qu'ils sont tous deux au 1er étage, donc ce sera facile de passer de l'un à l'autre. Aux étages inférieurs, il fait encore plus froid. Cependant, choisissant la prudence plutôt que le confort, notre garçon enlève ses chaussures pour éviter de faire du bruit. Arrivé au 6e étage, il prend courageusement la décision de vérifier les dires de Juman. Jetant un œil à l'intérieur, il voit que l'entrée est vraiment bloquée, prouvant que le gars disait vrai. Un sourire de bonheur éclaire son visage, car cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres survivants dans le bâtiment si celui-ci n'a pas été envahi de l'extérieur. Mais pour l'instant, Jin-sung décide de quitter le 6e étage et se concentre sur sa mission de descendre au 1er étage. Arrivé ici, il est venu pour confirmer un tas de faits. Tout d'abord, les zombies n'ont pas vraiment envahi les étages supérieurs du bâtiment, mais pour le rez-de-chaussée, il sait qu'il y a un grand risque que ces horribles monstres rôdent. Agrippant la poignée de la porte, notre garçon l'ouvre lentement pour jeter un coup d'œil, suppliant et priant pour qu'il n'y en ait aucun. Malheureusement, la réalité est bien plus sombre. Il y a du sang éclaboussé partout, et comme prévu, des zombies déambulent comme les sauvages sans cervelle qu'ils sont. Avec toute une horde en vue, la situation est extrêmement dangereuse pour notre garçon. Cela signifie qu'il ne peut vraiment pas sortir, pas avec une horde aussi énorme. La bonne nouvelle, c'est que les zombies n'ont pas remarqué les étages supérieurs et sont coincés au 1er étage. Cependant, vu la situation, Jin-sung craint que la porte qui les bloque ne tienne pas longtemps. Profitant de cette unique occasion pour s'enfuir, il se faufile discrètement en direction du bureau du chef de la gestion. Arrivé au bureau peu de temps après, Jin-sung est malheureusement confronté à une scène désagréable et tragique. Devant lui se trouve le cadavre d'un homme. Un type vraiment sympa qui le saluait chaque matin, mais à cause du froid inhumain, il est mort d'hypothermie. Décidant de laisser l'homme reposer en paix, Jin-sung ferme les yeux et offre une petite prière pour son compagnon tombé, un hommage pour son ami. Quoi qu'il en soit, Jin-sung continue ses efforts pour atteindre la salle de sécurité, espérant y trouver un survivant. Cependant, il doit être prudent face aux pièges potentiels posés par le survivant, semblables à ceux qu'il a fait avec les barricades. Donc, le premier objectif de notre garçon est de prouver qu'il n'est pas un zombie sans cervelle. Tournant son attention vers les phénomènes rôdant autour, Jin-sung remarque que même si ces zombies sont aveugles comme des taupes, ils sont aussi très doués pour capter les sons. Il frappe calmement à la porte, montrant à l'autre qu'il est humain. Ensuite, vient le saut courageux alors que Jin-sung tend lentement la main vers la poignée. Mais dès qu'il ouvre la porte, quelque chose l'attaque.
Ce n'est pas un zombie, mais un gars avec un bâton. Heureusement, notre garçon se défend avec le puissant dévoreur de monde, le bâton de golf infini de la destruction. Mais le bruit de leur affrontement inquiète Jin-sung car il risque d'attirer les zombies. Pendant ce temps, le gars avec des lunettes ici est surpris par ce qu'il voit. Heureusement, les zombies ne les ont pas encore remarqués, permettant aux survivants de tirer notre garçon dans la pièce pour la fermer vite. C'est l'ultime affrontement. Un utilisateur de club de golf contre un pratiquant de bâton en bois. Tous deux confirment leur statut d'humain, mais refusent toujours de baisser leurs armes. Jin-sung explique sa situation, soulignant comment il a entendu le générateur d'urgence et est venu chercher des survivants. Ensuite, il montre son badge d'assistant manager d'une équipe de vente. Bien qu'il ait trouvé un survivant, il craint que ce type ne se transforme aussi comme Jiumin. Finalement, le gars avec les lunettes est aussi un assistant manager de l'équipe de développement, Choi Jae-sung. Le fait qu'il couvre son corps étroitement met Jin-sung en alerte, car il craint que Jae-sung ne cache des marques de morsure. Cependant, dans le cas de ce gars, il ne semble pas transpirer et semble seulement se couvrir à cause du froid. En observant les environs, notre garçon remarque le sac à dos du gars, puis porte son attention sur le bâton en bois. Un Jin-sung contemplatif et sceptique atteint soudainement la clarté. Vous voyez, les personnes infectées ont une faim anormale, et le fait que ce gars rationne ses provisions indique qu'il est complètement normal. Jin-sung tend la main, mettant l'autre homme en alerte. Alors qu'il pointe son arme sur lui, notre garçon comprend que peut-être Jae-sung le soupçonne de vouloir piller son sac, alors qu'en réalité, il ne voulait vraiment pas que cela arrive. Cherchant une solution, Jin-sung range calmement son club de golf et adopte une attitude de reddition, prouvant ainsi son innocence. En réfléchissant à des alternatives, il décide même d'offrir une cigarette à l'autre manager. En fouillant dans sa poche, il sort son paquet et en propose une au gars, montrant une fois de plus son intérêt pour une alliance. L'homme de glace est d'abord prudent, mais finit par baisser son arme. Après réflexion, il accepte et demande poliment s'il peut fumer une cigarette. Dans la scène suivante, ils se rapprochent l'un de l'autre, malgré la horde de zombies qui attendent de déchirer leur chair à l'extérieur. Au moins, ils ont des cigarettes à apprécier ici. Jin-sung remarque même en plaisantant qu'il n'a rien eu d'autre qu'une barre de chocolat et une cigarette toute la journée. Cela pousse l'autre gars à fouiller dans son sac, ce qui confirme à Jin-seong qu'il a dû piller quelques articles de la salle de repos. Le gars sort un gâteau de nouilles et le casse en deux, conseillant à son nouvel ami de manger lentement et de bien mâcher. Notre garçon accepte avec joie et commence à grignoter. Il entame la conversation, curieux de savoir comment le chef de l'équipe de développement a pu obtenir de la nourriture. Jae-sung a apparemment pris ce qu'il pouvait sans vider tout le frigo, ce qui les a fait rire tous les deux. Peu de temps après, ils tremblent tous les deux de froid pendant que le responsable du développement explique la situation au deuxième étage. Les choses semblent misérables là-bas. En repensant à ce qui s'est passé, il se souvient s'être senti coincé avec son collègue, les obligeant à partager la nourriture. Son ami voulait partir, tandis qu'il préférait attendre qu'on vienne les sauver. À la fin, l'ami de Jae-sung s'est fait dévorer par les zombies à cause de son impatience, laissant Jae-sung se débrouiller seul. D'après cette explication, notre garçon réalise qu'il y a plus que quelques zombies au deuxième étage. Heureusement, il n'y en a que 4. D'après ce qu'il a vu, à la fin, il a dû en laisser 2 par peur de s'épuiser. Alors, il a cherché son chemin, se faufilant lentement tout en créant des distractions pour les zombies. Jin-sung est vraiment impressionné d'apprendre que ce gars a échappé à 4 zombies sans blessure. Ensuite, il découvre que c'était Jae-sung qui a allumé le générateur de secours. Les gars ont aussi trouvé une rallonge pour recharger des appareils essentiels. Mais à ce moment, notre garçon se demande si l'un de leurs appareils est encore important. Jae-sung est vraiment surpris d'apprendre qu'il n'a pas utilisé Internet. Notre garçon dit qu'il n'a pas trouvé de signal, mais le chef de l'équipe de développement explique que l'Internet par satellite marche très bien. De façon hilarante, le manhwa mentionne même le projet Starlink d'Elon Musk, expliquant pourquoi Internet n'est pas un souci dans cet apocalypse. Jae-sung révèle que, même si tous les serveurs ne marchent pas, Internet fonctionne encore assez bien pour qu'il puisse l'utiliser. Toutes ces infos frappent notre garçon comme un camion. Il ignorait même que c'était faisable. Étant le gars cool qu'est Jae-sung, il propose de laisser le téléphone de Jin-sung se recharger maintenant que le sien est fini. Peu de temps après, Jin-sung se connecte au réseau satellite, confirmant que tout fonctionne parfaitement bien. Il remercie énormément son ami de lui avoir appris tant de choses, mais étant le roi humble qu'est Jae-sung, il n'en prend aucun crédit. Leur moment d'espoir est anéanti lorsqu'ils voient les lumières s'éteindre. Cela confirme que le générateur de secours est également hors service pour de bon. Jin-sung demande à cet homme ce qu'il veut faire ensuite, ce à quoi il répond qu'il va continuer à rester ici. En lisant entre les lignes, notre garçon réalise que Ji-sung lui dit en gros de partir. Le fait est que ce gars essaye simplement de préserver sa propre vie dans un environnement sûr. Avoir une autre personne gaspillant ses ressources ne fera qu'imposer un fardeau sur lui. En même temps, même Jin-sung pense que leur partenariat ne serait pas bénéfique en raison de leur mentalité différente. L'un d'eux veut partir, tandis que l'autre a l'intention de rester dans un environnement sûr. Naturellement, notre garçon prend l'initiative, s'assurant qu'il n'y a pas de conflit entre eux, et décide de partir. Mais avant qu'il ne parte, son ami décide de lui offrir un dernier cadeau pour le voyage. Il lui remet une lampe de poche et une batterie de rechange car il en a beaucoup pour lui-même.
C'est un développement incroyable pour Jin-sung, qui les range dans son sac en pensant que cela va l'aider à long terme. En retour, notre garçon lui offre joyeusement quelques cigarettes à savourer. Tous deux se séparent en bons termes, se souhaitant bonne chance et espérant se revoir bientôt. Avec cela, Jin-sung se dirige vers l'extérieur, là où les horribles monstres rôdent. Il doit agir avant que le courant ne s'éteigne. Voyant la porte ouverte, notre garçon se faufile discrètement parmi les zombies et referme doucement la porte. Il est maintenant hors de danger et envisage ses options. Tout d'abord, il pourrait potentiellement se diriger vers le sous-sol, sachant que sa voiture est accessible là-bas. C'est une méthode pour échapper au danger imminent. Cependant, il s'interroge sur la pertinence de quitter le bâtiment à cet instant précis. Bien entendu, il devra partir à un moment donné, mais partir prématurément pourrait s'avérer tout aussi risqué. C'est pourquoi Jin-sung choisit de monter à l'étage avec pour objectif suivant de recueillir des informations de l'entreprise, avant de finalement planifier son évasion. Malheureusement, c'est ici que le courant s'éteint complètement, le forçant à être encore plus prudent. Gardant son calme, il fouille pour trouver sa lampe de poche. Jin-sung l'ouvre méthodiquement et monte les escaliers, sachant que les zombies pourraient avoir changé de position en son absence. Avec des pas prudents, notre garçon atteint le 6e étage. C'est ici qu'il soupçonne la présence d'un zombie. Malgré le danger impliqué, il est allé assez loin pour ne pas pouvoir faire demi-tour maintenant. Alors, raffermissant sa détermination, il prépare le puissant club de golf et avance. Un zombie en particulier se fraye un chemin à travers les escaliers dans toute sa splendeur hachée. Notre garçon se pavane et reste calme, jusqu'à ce qu'il aperçoive la reine des laits déchiquetés et se tortille de peur. Il se baisse littéralement tandis que ce zombie devient Supergirl et essaie de lui sauter dessus. Avec un swing timide, cet homme lui écrase la tête, la laissant aplatie comme un moustique sur le mur. Mais ce n'est pas assez pour la tuer, car elle tente d'attaquer encore et encore. La même manœuvre encore, juste pour que notre garçon lui frappe le visage avec son club destructeur. Cette fois, le coup la fait dégringoler dans les escaliers, laissant une mare de sang. À ce stade, cet homme la supplie pratiquement de ne pas se relever. Mais pour une raison quelconque, ce zombie persistant a encore la capacité de se tortiller. Le club de golf de Jin-sung est sérieusement tordu à force de frapper la créature, et avec une dernière prière, il donne le coup final, espérant en finir avec le zombie. Heureusement, tout est terminé. Le système le récompense avec une autre pièce, lui permettant d'acheter un article dans le magasin. Jin-sung, quant à lui, a l'aide d'épuisement tandis que son précieux club de golf a subi des dommages irréversibles. Le tueur de salopes zombies peut se reposer en sachant qu'il a regagné nos cœurs pour notre garçon. Il est en colère mais décide tout de même de mettre l'arme de côté pour une utilisation ultérieure. Son objectif principal maintenant est d'inspecter le zombie, se demandant d'où il pouvait bien venir. Dans la scène suivante, le gars vérifie la porte du toit, qui semble fermée à clé. Cela implique que le zombie vient d'un autre étage, suggérant que même le 7e étage n'est pas à l'abri. Avançant discrètement, notre garçon soupire de soulagement. On dirait que le 7e étage est en sécurité. Faisant une pause, il boit une gorgée d'eau, se remémorant à quel point le zombie était impitoyablement rapide. Peut-être même plus rapide que lorsqu'il était humain. C'était comme s'il était devenu un animal sauvage. Dehors, il remarque qu'il y a 2 zombies qui rôdent. C'est une mauvaise nouvelle, car s'ils sont aussi rapides que celui qui l'a combattu, cela signifierait qu'il ne va pas survivre. 2 à la fois. C'est pourquoi l'excellente stratégie de Jin-sung est d'isoler ses adversaires. Affronter un à la fois. Soudain, il regarde son téléphone, se demandant s'il y a des infos récentes sur les zombies. Il se demande vraiment s'il y a une nouvelle mise à jour des zombies ou quelque chose comme ça. Il y a un forum appelé la Galerie des Survivants, où un tas de gens postent depuis différentes régions, parlant des conditions de froid insupportables. Ils parlent tristement de leur situation pitoyable, au lieu de partager une nouvelle découverte sur les zombies. Déçu, Jin-sung se concentre sur ses propres trouvailles. Une chose est sûre, les zombies utilisent surtout le son pour détecter et ont des sens terribles. Sinon, ils ne meurent pas tant que leurs têtes ne sont pas détruites brutalement. Et le fait évident est simple, on devient zombie si on est mordu. Mais ces faits, tout le monde les connaît déjà. Sans nouvelles sur le forum, Jin-sung soupçonne fortement que le gouvernement s'est effondré, ce qui signifie que personne ne viendra les sauver. C'est une réalité sombre, laissant les survivants persister seuls dans un monde qui est devenu un enfer. La scène passe au 5e jour de la tentative de survie. Le froid glacial est absolument insupportable même pour notre jeune garçon. Il risque sérieusement de tomber gravement malade, et dans cet endroit, cela garantit presque inévitablement la mort. Sachant que rester rigide ne l'aide pas, notre garçon décide de se réchauffer avec quelques seaux. Mais après l'exercice naturellement, son estomac gargouille aussi. Bien qu'il ne mangerait habituellement qu'une demi-tablette de chocolat, dans la situation actuelle, il doit manger plus pour survivre. En grignotant sa barre, il choisit de retirer à nouveau ses chaussures pour un voyage plus léger. Ses chaussures ne l'aident pas avec le bruit, donc elles sont inutiles à transporter. Pour l'instant, Jin-sung doit absolument sécuriser de la nourriture pour survivre. Avec les infos du manager Choi Jae-sung, il se rappelle qu'il devrait y avoir de la nourriture dans le salon. Il pense qu'elle est dans le sac du collègue mort en fuyant, ce qui n'est pas idéal vu ce qui s'est passé.
D'abord, il doit affronter seul 4 zombies, ce qui est préoccupant. Il ne peut pas juste voler le sac et fuir sans être vu. La seule réponse logique ici est de les battre un par un et sécuriser le sac. Alors Jin-Song suit ses cibles, trouvant un zombie dans la salle 1, un autre dans la salle 2, un troisième dans la salle de l'équipe commerciale. Mais le problème est de trouver le dernier zombie car il est introuvable. Sachant qu'il n'y avait pas de cadavre sur le chemin de la sortie, Jin-Song comprend que le dernier zombie doit se cacher quelque part au moins. Mais avec autant de salopards prêts à le dévorer, il a besoin d'armes appropriées pour les gérer en conséquence. En vérifiant l'une des pièces, Jin-Song constate qu'elle est vide et décide de s'y faufiler. L'avantage de cette pièce est qu'un rapide coup d'œil lui montre qu'une multitude de fournitures sont encore disponibles, même s'il n'y a pas de nourriture à l'extérieur. Il entend déjà l'un des zombies traîner. Notre garçon serre la lampe de poche entre ses dents, attrape une tasse pour créer la distraction idéale et la lance. Au loin, Jin-Song annonce le début de sa chasse. Dès que la tasse touche le sol, le zombie se précipite avec une vitesse folle vers la source du bruit. Mais il a complètement oublié que notre garçon attendait ce coup de circuit en or. Le zombie regarde à sa gauche, faisant essentiellement l'expression « Oh merde, je suis foutu ». Jin-Song enfonce le club de golf dans son visage, le tuant instantanément. Le bruit attire les autres zombies, mais notre garçon referme rapidement la porte avant qu'ils ne puissent entrer. Avec cela, il a réussi à éliminer sa première cible. Jin-Song est vraiment content, peut-être un peu trop, car il oublie rapidement le zombie qui partage la pièce avec lui. L'infecté attrape son pied, indiquant qu'il n'est toujours pas mort. La sensation soudaine fait tourner notre héros de peur, seulement pour voir un zombie rampant s'accrocher à sa jambe et grogner comme un chien enragé affamé d'une bouchée. La créature se jette en avant, la bouche grande ouverte, tandis que Song reste là, figé sous le choc. La lampe de poche glisse de sa bouche et tombe au sol alors que l'instinct prend le dessus et qu'il abat son pied sur la tête du zombie, la maintenant fermement en place tandis qu'il continue de baver sur le sol. Il tend ses bras pour l'attraper à nouveau, mais il recule maintenant, clairement irrité par la situation. Sans réfléchir, notre héros abat son club de golf avec force et fracasse le crâne du zombie, l'envoyant directement dans l'au-delà. Quand c'est enfin fini, il reste là, debout près de la mare de sang, se tenant la tête en essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, une main frappe soudain contre la fenêtre à côté de lui, le ramenant brusquement à la réalité. Il se retourne, choqué, et voit tout un groupe de zombies essayant de forcer leur entrée. Et à cet instant, il réalise soudain qu'il reste encore plus de ces monstres. Sans se soucier de l'hygiène personnelle, il remet la lampe de poche sale dans sa bouche et est déterminé à en finir avant que d'autres n'arrivent. En atteignant la pièce suivante, il brise la fenêtre avec son club de golf, ce qui prend complètement au dépourvu les 2 zombies à l'intérieur. Notre héros lance alors un petit objet métallique à travers la pièce et les 2 zombies tournent instantanément la tête. L'un d'eux se précipite immédiatement après, tandis que l'autre reste immobile, confus par ce qui se passe. Song éclaire directement celui qui est figé avec sa lampe torche et le reste appartient à l'histoire. Pendant ce temps, le zombie avec le sac à dos se précipite frénétiquement dans la pièce, sautant même par-dessus le bureau pour poursuivre l'objet, qui s'avère n'être qu'une simple cuillère. Il se retourne, confus, et s'élance à toute vitesse, mais notre héros lui assène un coup de pied dans le dos, le projetant au sol. Sans perdre de temps, il lève son club de golf bien haut et là-bas, envoyant la pauvre créature directement en enfer. Le dernier coup brise complètement son arme, tandis que le système l'informe qu'il a gagné 4 pièces supplémentaires. Un peu abattu d'avoir perdu son arme, il s'accroupit à côté du zombie pour récupérer des fournitures. Song détache son sac à dos et le passe sur ses épaules, satisfait du poids qu'il ressent. Cependant, ce soulagement est de courte durée, car il réalise rapidement qu'il n'est qu'une demoiselle en détresse sans arme, et il se dépêche de quitter les lieux. Juste quand il s'apprête à partir, il s'arrête. Après tant d'efforts pour venir ici, mieux vaut bien vérifier les lieux. Il se souvient que Jae-sung avait dit que le directeur adjoint s'était caché dans la salle de repos et qu'il n'avait sûrement pas eu le temps de fouiller le reste du bureau. En inspectant chaque bureau, l'humeur de notre héros s'améliore en découvrant des compléments alimentaires et une batterie externe. Profitant de cette chance, il décide de vérifier l'équipe de développement. 2. Il est aussi dans un bureau, mais soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Il se demande un instant si c'est un autre zombie, mais se rappelant qu'il n'a plus d'armes, il décide vite de fuir pour vivre et combattre un autre jour. Notre héros se glisse dans une pièce voisine et se cache derrière un bureau, serrant son sac à dos contre lui alors qu'il commence à se calmer. Il murmure que c'est étrangement réconfortant d'être en sécurité dans un endroit aussi stressant qu'un bureau. La réalité commence à s'installer à nouveau, alors il décide de fouiller dans le sac à dos pour voir quel butin il a obtenu. Après avoir vidé le contenu, il dresse une liste composée de 3 sachets de snacks, quelques biscuits au ramen et une canette de coca dont aucun gamer ne peut se passer. Notre héros commence à rire comme un fou et ferme les yeux en paix en pensant qu'avec ses provisions, il peut sûrement tenir 30 jours tant qu'il a de l'eau propre. Puis son corps commence à trembler et le froid le frappe à nouveau alors que l'adrénaline quitte enfin son corps, tandis que ses chaussettes trempées de sang le rendent encore plus froid. Notre héros choisit de se laver plus tard, laissant ses chaussettes sécher pendant qu'il nettoie le sang de ses pieds.
Il est irrité par la froideur de l'eau, comme s'il ne vivait pas une catastrophe apocalyptique en ce moment. Cependant, il se fige au moment où il remarque des marques sur sa jambe, son visage pâlissant de choc. Il se souvient du zombie qu'il a attrapé à la jambe au début, et se sent soulagé de ne pas se transformer en l'un d'eux puisque ce ne sont pas des marques de morsure. Toujours incertain, il parcourt le fil d'actualité et voit un post disant qu'une personne allait bien après s'être fait griffer. Il se réjouit et s'appuie contre le lavabo avec un soupir de soulagement. Bien que ses soucis ne soient pas finis, car après avoir lavé ses pieds, le froid risque de lui causer des engelures s'il ne les réchauffe pas. Notre garçon ouvre alors le menu de la boutique, se rappelant qu'il y avait des vêtements d'hiver disponibles la dernière fois. En voyant les accessoires chers, il est irrité car il ne comprend pas pourquoi chaque article est vendu séparément pour 3 pièces, ou pourquoi gants et chaussures coûtent autant qu'un ensemble complet. Désespéré de trouver un peu de chaleur, il décide d'acheter d'abord les bottes, qui se matérialisent juste devant lui comme si c'était vraiment un jeu. Il les prend avec surprise et les enfile pour vérifier la taille, seulement pour découvrir qu'elles lui vont parfaitement, presque comme si elles avaient été faites sur mesure juste pour lui. Il réalise vite que les bottes seules ne suffisent pas contre le froid, alors il parcourt la boutique pour en trouver plus. Après un long défilement à travers les articles, une alerte apparaît soudainement, et il pense que c'est peut-être ce qu'il lui faut. Il achète un pack chauffant pour une pièce et le met sur ses pieds pour les réchauffer à nouveau. Bien qu'il se plaigne qu'un pack chauffant pour une pièce soit bien trop cher, il ressent tout de même un soulagement dans la chaleur et se réconforte en pensant qu'il survivra d'une manière ou d'une autre à la situation. Au 7e jour, notre héros apprend que l'approvisionnement en eau du bâtiment a finalement été coupé. Alors il inspecte rapidement sa réserve de bouteilles d'eau qu'il avait mise de côté pour les urgences et découvre qu'il lui reste 2 litres, ce qui lui suffira probablement pour 3 ou 4 jours de plus. Il se laisse tomber sur le comptoir près de la fenêtre et se demande pourquoi les choses parviennent toujours à empirer exactement au moment où il trouve la moindre lueur d'espoir. Notre héros fait défiler son téléphone pour voir s'il y a des nouvelles sur les zombies et trouve un message d'un utilisateur affirmant qu'il va risquer d'aller au supermarché. Un utilisateur anonyme demande s'il sort vraiment et il répond avec assurance qu'il est déjà parti et qu'il postera à nouveau s'il revient vivant, alors l'utilisateur anonyme l'encourage en soutien. Après cela, notre héros pose son téléphone et se sent triste que le nombre de publications diminue chaque jour, ce qui signifie qu'il reste presque plus de survivants. Il s'approche de la fenêtre pour confirmer ses soupçons et ne voit pas beaucoup d'humains à l'extérieur, mais il garde l'espoir que des gens doivent se cacher quelque part. Le 8e jour, il vérifie son téléphone et voit qu'un utilisateur anonyme avait demandé si l'aventurier était jamais revenu du supermarché, mais même après toute une journée, aucune réponse n'apparaît sous son message. L'utilisateur anonyme suppose que l'aventurier est mort et lui rend hommage en silence. Cela met Song en colère, bien qu'il reste reconnaissant d'avoir encore assez de nourriture et d'eau pour se sauver s'il parvient à sortir vivant du bâtiment. Le seul problème est qu'il ne peut pas survivre dans le monde extérieur tout seul, donc il sait qu'il doit trouver d'autres survivants pour se faire des alliés. À ce moment-là, il découvre un nouveau problème, car il ne peut pas fouiller les différents étages du bâtiment tout en combattant des zombies sans une arme adéquate, et il n'a plus qu'un seul club de golf, qui est si fragile qu'il ne durera pas après avoir assommé plus de quelques zombies. Alors il ouvre l'écran de statut et regarde désespérément le marteau écrase-crâne de zombies, qui coûte 5 pièces, mais comme il n'en a que 2, il ferme l'écran et pense que bien qu'il ait l'air incroyable, le marteau est trop cher et qu'il pourrait simplement acheter plus de vêtements d'hiver et de packs de chaleur pour ce prix à la place. Ensuite, notre garçon concentre son attention sur la recherche d'objets utiles au 4e étage, mais il remarque soudain quelque chose qui le fige de confusion. Toute la scène est couverte de sang, et il n'y a personne en vue. Notre garçon remarque que les taches de sang sentent le zombie, ce qui est étrange car il ne voit aucun cadavre de zombie autour. Il se demande ce qui a bien pu se passer là-bas. En essayant la porte de la salle de direction, il voit qu'elle est verrouillée. Song pense que quelqu'un pourrait être à l'intérieur, alors il colle son oreille contre la porte et attend. Après n'avoir rien entendu du tout, il fracasse la poignée avec son club de golf et enchaîne avec un solide coup de talon qui fait voler la porte en éclats. Au lieu de survivants, il trouve une montagne de cadavres avec au moins 10 zombies empilés les uns sur les autres. En voyant cela, il se demande quelle sorte de bête pourrait avoir fait une chose pareille, et si son entreprise a déjà eu quelqu'un avec ce genre de force monstrueuse. Il comprend la situation et se fixe un nouvel objectif, faire de cette personne son allié. Après avoir fouillé les bureaux pendant un certain temps sans rien trouver d'utile, il se rend compte que tout l'endroit a déjà été entièrement vidé. Il lui apparaît que la personne a dû tout prendre à l'avance. Le niveau de minutie le fait se demander qu'une personne obsessionnelle aurait pu faire cela, et il envisage même la possibilité qu'il y ait plus d'une personne. Il se demande s'ils sont encore dans le bâtiment. À ce moment, il voit une note coincée dans le distributeur d'eau. À l'intérieur. L'auteur le félicite d'être arrivé au 4e étage, puis s'excuse d'avoir pris toutes les provisions, tout en lui conseillant de ne pas perdre de temps à chercher autour.
L'écrivain avertit ensuite au sujet de la salle du directeur exécutif, expliquant que tous les cadavres y sont entassés et qu'un ensemble de jupes a été laissé dans un placard pour quiconque en aurait besoin. Enfin, il donne un avertissement fort selon lequel le 5e étage doit être évité à tout prix. L'écrivain explique son plan de partir pour une île sur la côte ouest, où la vie pourrait être un peu plus facile. Il note même la date et l'heure, faisant réaliser à notre héros que s'il était arrivé un jour plus tôt, il aurait pu rencontrer la légende en personne. L'écrivain s'avère être Yoon Yuk-jae de l'équipe comptable, et l'homme espère rencontrer son cher lecteur un jour. En lisant cela, Song se souvient instantanément du collègue, celui qu'il taquinait en l'appelant agent des services spéciaux. Tout prend maintenant un sens parfait, car cela explique comment Yoon a pu gérer autant de zombies tout seul. Alors que Song plie le papier, il remarque un autre message écrit au dos. Il indique que Yoon a laissé un cadeau dans le tiroir pour sa femme. Le cœur de Song s'emballe à l'idée d'un trésor caché, et il se précipite vers le tiroir pour découvrir seulement 2 paquets de café instantané. À ce moment-là, il réalise que Yoon lui a bien joué un tour. Le 10e jour, Song s'assoit près de la fenêtre et savoure un chocopi. En relisant la note, il pense à l'étrange avertissement que Yoon avait laissé à propos du 5e étage. D'après Song, cet étage ne devrait probablement pas abriter beaucoup de zombies, car c'était là que se situait le bureau du PDG. Par conséquent, il ne s'interroge pas trop et se persuade que Yoon devait avoir une excellente raison. Ses pensées dérivent alors vers le monde vide à l'extérieur, et il remarque qu'il n'a pas vu de survivants depuis un certain temps. Chaque jour qui passe, la possibilité de rencontrer un allié diminue. Il se demande s'il devrait explorer d'autres étages puisqu'il n'a trouvé personne la veille. Alors qu'il est là à réfléchir à ses options, un faisceau de lumière frappe soudainement son visage, et Song réalise rapidement que c'est un signal de quelqu'un à l'extérieur du bâtiment. Il remarque l'autre homme pointant quelque chose, et ressent une véritable joie à l'idée qu'il puisse y avoir d'autres survivants. Cela attire immédiatement l'intérêt de Song, alors il regarde de plus près, et aperçoit l'homme tenant une feuille de papier. Alors qu'il réalise qu'il doit essayer de lui communiquer quelque chose, une idée germe dans sa tête et il fouille dans ses poches, sortant l'appareil photo de son fidèle téléphone Samsung et utilisant la fonction zoom. Son esprit vive paix car il lit le message, qui lui indique qu'il y a encore des personnes vivantes dans son immeuble et qu'elles veulent s'allier avec lui. Notre héros est ravi à l'idée qu'il y ait d'autres survivants, mais pour l'instant, il décide de se concentrer sur les personnes du 6e étage. Saisissant son dernier club de golf, il se résout à explorer la zone. Un peu plus tard, il atteint le 6e étage et est surpris de voir que l'entrée n'est pas bloquée. Se demandant si d'autres personnes ont dégagé le passage pour lui, il appelle d'éventuels survivants et se présente d'un ton amical, mais personne ne répond. En avançant plus profondément, il remarque que la pièce est presque en désordre, comme si quelqu'un cherchait désespérément quelque chose. L'endroit lui donne une mauvaise impression, et il se demande si d'autres sont passés avant lui. À ce moment-là, un zombie essaie de le surprendre. Heureusement, Song détecte le danger à la dernière seconde et recule rapidement tout en préparant son arme, mais le zombie parvient tout de même à le pousser au sol, essayant de le clouer au sol tandis que sa bave immonde dégouline sur son visage. Désespéré de survivre, notre protagoniste lui donne un coup de pied au ventre, repoussant le zombie juste assez pour se relever. Song ne rate pas l'occasion et se précipite pour donner un coup puissant qui envoie le zombie au sol. Le combat ne s'arrête pas là, et notre héros soulève immédiatement un meuble de toutes ses forces et l'abat sur la tête du zombie, l'envoyant rejoindre ses frères dans l'au-delà. Le système informe notre héros de sa récompense d'une pièce, et il remarque que cela ressemble plus à un glas qu'à autre chose. Il regarde autour, persuadé qu'il aurait dû y avoir des survivants ici, et commence à se demander si l'homme de l'autre côté du bâtiment lui a menti. Juste alors, il entend un clic proche qui le fait se retourner, réalisant que ce n'était peut-être pas un mensonge. Il appelle la personne à l'intérieur, assurant qu'il n'est pas là pour faire de mal, mais il n'y a toujours pas de réponse. Il continue d'essayer, expliquant qu'il cherche des partenaires. Tandis que la personne à l'intérieur serre la poignée, refusant de lâcher, notre héros poursuit avec des banalités, mentionnant qu'il travaille au département des ventes du bâtiment. Sans réponse, il finit par préparer sa batte pour enfoncer la porte, mais avant qu'il ne puisse le faire, une voix à l'intérieur appelle soudainement et demande s'il est le directeur Song L. À ce moment-là, la porte s'ouvre, le prenant complètement par surprise, et l'employé se révèle être Sian, qui semble incroyablement soulagé de voir enfin un visage familier. Plus tard, ils s'assoient à l'intérieur et discutent de tout ce qui s'est passé. Seon raconte que la nuit dernière, quelqu'un a frappé à sa porte, le suppliant d'entrer, mais elle a senti que quelque chose clochait, et a refusé. Quand il a compris qu'elle était seule, il a tenté de forcer l'entrée, ce qui l'a poussé à se cacher dans la salle de repos. En moins d'1 heure, l'homme dehors s'est fait dévorer par des zombies et est devenu l'un d'eux. Il réalise alors que le zombie qu'il vient d'abattre était probablement cet homme-là. Changeant de sujet, il lui demande si elle a des armes et elle lui montre une lance en bois. Cela lui semble très similaire à l'arme de Jae-sung, alors il lui demande si elle a été fabriquée à partir d'un balai. Elle le confirme et explique qu'elle a utilisé un cutter pour l'affûter, la transformant en un outil étonnamment utile. Notre héros voit le sang sécher sur la pointe et se demande si elle a déjà tué un zombie,
mais il réalise vite combien cela serait risqué, et plus difficile pour quelqu'un comme elle de gérer ce danger. Sian continue de parler des détails de sa lance pendant que notre héros l'étudie avec un regard sérieux, déjà convaincu que les femmes sont pratiquement handicapées dans ce genre de monde. Il sait que les zombies sont une chose, mais le vrai danger vient aussi des gens qui ne sont pas conscients de leur environnement. N'ayant plus rien d'autre à faire, notre héros décide de partir, ce qui fait paniquer la fille qui lui attrape la main fermement. Elle hésite, demandant s'il part vraiment, mais il s'excuse et dit qu'il doit partir. Sa panique grandit et elle lui dit désespérément qu'elle ne pense pas pouvoir survivre seule. Il libère sa main et s'excuse encore une fois, mais elle serre le poing et dit de manière inattendue qu'elle faisait de l'escrime à l'époque. Cela le rend très confus, mais elle insiste sur le fait que c'est vrai et soulève la lance avec du sang séché dessus, déclarant avec assurance que c'est elle qui a abattu les zombies au 6e étage. Elle le fixe intensément et déclare qu'il regrettera amèrement de la laisser. Les paroles de Paul le laissent complètement sans voix, et elle se vante rapidement d'avoir remporté une médaille d'argent au Festival national. Cela déclenche quelque chose en lui et il lui serre la main, acceptant de s'associer. Sans attendre, il lui tend le sac à dos rempli de provisions qu'il a collectées plus tôt. Ensemble, ils fouillent toute la pièce et il lui dit de commencer à prendre des batteries de secours. Elle a l'air confuse et demande si les connexions ont déjà été rétablies. Il explique posément à propos de Starlink, et ce détail la fait s'illuminer d'excitation comme un enfant avec des bonbons. Notre garçon lui demande combien de zombies elle a affrontés, et elle répond fièrement qu'il y en avait 8, sans compter celui qu'il a fini juste après. Elle crie joyeusement qu'elle a trouvé les batteries tandis qu'il reste là, stupéfait qu'elle ait réussi à abattre 8 zombies toute seule. Une fois qu'ils ont fini de ranger leurs affaires, elle lui demande s'ils doivent partir maintenant, mais il lui dit d'attendre un moment. Ses yeux se plissent alors qu'il remarque des marques étranges sur la porte et il lui demande ce que c'est. Seon explique que le type d'avant essayait sans cesse de la défoncer. Elle n'est pas sûre de l'outil qu'il utilisait. En regardant plus attentivement, notre héros repère un objet brillant caché sous des papiers. Il le ramasse avec enthousiasme tandis que la fille nerd remarque avec désinvolture que c'est un pied à coulisse. Il ressent une immense joie de tomber enfin sur un outil en métal robuste qui ne se brisera pas comme ses clubs de golf, et il teste rapidement son poids dans ses mains. Il murmure qu'il le trouve un peu court pour l'utiliser comme une véritable arme, mais sa collègue sourit simplement et lui dit qu'elle a déjà une solution solide pour cela. Seona a pris le pied à coulisse et a ingénieusement bricolé pour tirer parti de sa robustesse et étendre sa portée au maximum. Elle a solidement fixé l'outil lourd à l'extrémité de son bâton de combat. Le tranchant est d'un côté et le pied à coulisse lourd de l'autre. C'est une arme à double face assez utile. Vous pouvez frapper comme une lance et assommer comme un pied à coulisse. L'invention parfaite. Seon-A était très satisfaite de sa créativité. Elle montre déjà que l'emmener avec eux est la meilleure décision que SG Jin-sung prendra. Peut-être qu'avoir plus de gens ne signifie pas plus de conflits. Être en équipe pourrait rendre de grandes choses possibles. Ensuite, ils ont fait l'inventaire de leurs provisions. Ils ont une répartition équitable de la nourriture, donc pas de soucis pour un moment. Parmi les affaires de Seon-A, il y avait une poêle. Elle a apporté cet objet au bureau le jour de l'apocalypse. Elle devait se faire rembourser au magasin à cause de la couleur. Avec cet objet, il pourrait faire fondre la neige pour avoir de l'eau. Elle détourna le regard, gênée. Elle a utilisé cette poêle différemment. Le manche glisse un peu. Que cela signifie-t-il? Changeant de sujet, elle a demandé comment Jin-sung savait qu'elle était là. On aurait dit qu'il savait déjà qu'il y avait quelqu'un dans la salle de repos. Avant que Seon-A ne se montre, il a avoué qu'il avait eu l'info du bâtiment d'en face. Ils ont utilisé une lumière pour attirer son attention et écrit une note sur une alliance. Il a montré à Seon-A la photo de la note et elle a reculé. Contrairement à Jin-sung, elle était plutôt sceptique quant au message. En y repensant, s'associer vite avec des inconnus comporte beaucoup de risques et de facteurs imprévisibles. Seona a insisté pour faire équipe avec lui parce qu'ils se connaissaient avant que tout ne dégénère. Trouver quelqu'un de fiable durant l'apocalypse est difficile. Encore plus pour une femme, elle ne peut pas s'associer avec n'importe qui, c'est compréhensible. Comprenant ses réserves, Song Jin-sung renonce volontiers à l'idée de rejoindre les gens de l'autre bâtiment. Seona était juste contente que quelqu'un ait écouté son avis. Elle a aussi dit que le déplorable manager Choi pourrait encore vivre. Ce patron porc est vraiment robuste. Elle pensait qu'il pourrait être à un autre étage. Il était avec elle au 6e étage le premier jour, mais il a réussi à bouger. Seona s'est enfermée dans la salle de repos et le porc était dans la salle de bain. Il a demandé de l'aide, mais elle, figée par la peur, a ignoré ses appels. Elle a mis du temps à ouvrir la porte et a découvert que le manager s'était échappé d'une façon ou d'une autre. Il est sûrement parti la nuit du 2e jour. Depuis, Seona a minutieusement inspecté les 4e, 2e et 1er étages. Elle a récupéré beaucoup de choses. Si le manager a survécu et n'a pas bougé, il pourrait être au 3e ou 5e étage. Alors que la nuit s'approfondissait, Seon-A se retira dans son coin, endura le froid et s'assoupit. SG Jin-sung craignait que les survivants voisins ne rejoignent le manager Choi et ne s'allient avec le gros balourd. Ils pourraient élargir leur groupe et devenir une menace pour lui et Seon-A.
Se perdant dans un scénario hypothétique de pire cas, Jin-sung secoua la tête et mit de côté pour l'instant les facteurs externes incontrôlables. Pour se remonter le moral, il regarda le nombre de pièces qui augmentait lentement. En ce moment, il peut se permettre un autre vêtement d'hiver confortable. Un bonnet d'hiver serait parfait en ce moment. Avant de cliquer sur le bouton d'achat, des images des pieds meurtris de Seon-A lui vinrent à l'esprit. L'apocalypse est en cours et le frère pense aux pieds. Elle risque des engelures. Si elle cède à cette douleur, elle ne pourra plus bouger, devenant un poids mort. Lui donner des bottes confortables est un choix logique. Alors que sa compagne dormait, il faisait des achats pour lui offrir des bottes. Au dernier moment, il hésita et ferma la fenêtre de la boutique. Il se maudit d'être un égoïste, de ne pas dépenser seulement 3 pièces pour une camarade et de ne penser qu'à son propre confort. Refoulant cette culpabilité, il se dit qu'il n'avait pas besoin de bouger tout de suite, donc il pouvait retarder la décision un peu. Le matin venu, il s'est réveillé et a vu Seona naviguer avec enthousiasme sur son téléphone. Il lui a demandé si elle avait encore beaucoup de batterie, et elle a été surprise pendant la nuit. Ils ont chargé la batterie trouvée hier et en ont gardé une pour les urgences. Voyant la batterie de son téléphone baisser, elle a dit que l'entreprise avait mis un générateur solaire sur le toit. Il ignorait qu'ils avaient ça, donc il n'a jamais pensé à vérifier l'étage supérieur. Seona a dirigé pendant une courte période un projet de soutien pour une petite et moyenne entreprise. On lui a informé que le système avait été installé, mais un défaut a été découvert avant sa vente officielle, ce qui a interrompu le projet. Elle ne connaît pas les détails précis du défaut, mais elle est sûre que ce n'était pas un gros problème de sécurité. Même si l'installation solaire n'était qu'une version d'essai, elle devrait quand même être utile. Elle a brièvement dirigé le projet, donc elle sait le gérer. Avec la perspective d'une grande ressource, Jin-sung a accepté avec enthousiasme de l'examiner. La montée des escaliers s'est déroulée sans encombre jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte du toit. Ils ont dû unir leurs forces pour pousser la porte bloquée par un gros amas de neige. Bien sûr, le toit serait maintenant un enfer blanc de neige. Ils se retournèrent et regardèrent le sommet de leur immeuble de bureau. Là-haut se trouve la clé de l'énergie infinie. Jin-sung regarda autour de lui et trouva enfin l'échelle attachée. Il essaya de la tirer vers le bas, mais elle était coincée et gelée. Le premier barreau de l'échelle était assez haut. Ce serait difficile d'y monter. Seon-A, courageuse, s'est proposée pour monter la première et a demandé de l'aide. Heureusement, la plateforme n'était pas trop haute, donc un bon saut assisté a suffi pour y grimper. Peut-être est-ce parce qu'elle était une athlète décorée, mais ses mouvements sont si légers et mesurés. Seon-A tâtonnait sur la plateforme tout en essuyant les tas de neige du mieux qu'elle pouvait, jusqu'à ce que finalement, les panneaux solaires se révèlent sous la surface moelleuse. Elle a partagé la nouvelle avec enthousiasme à son partenaire. Les panneaux sont petits, donc elle peut les démonter et descendre. Après quelques minutes de bricolage, elle a sécurisé la première pièce et a travaillé avec soin avec Jin-sung pour la récupérer. Ils ont répété le processus 3 fois de plus. En fin de journée, ils ont quitté le toit avec 4 panneaux solaires qui pourraient être une ressource clé. C'était une mission dure et épuisante, mais ils ont réussi grâce à leur travail d'équipe. Comme Seona l'avait dit, l'installation était simple. Elle l'a fini en quelques minutes. Ces panneaux fonctionnent mieux dehors, mais ils ne peuvent pas les laisser dans un champ enneigé. Avec les nuages sombres qui bloquent toujours le soleil, ce ne sera pas très efficace. D'après ses souvenirs, une journée ensoleillée pouvait recharger un téléphone à environ 50%. Le soleil est à peine visible maintenant. Ils pourraient donc tester la performance actuelle de leurs panneaux. Ils ont laissé un téléphone branché toute la journée, et cela n'a donné que 8% de charge. Pour le charger complètement, il faudrait plus de 12 jours. Ce n'est vraiment pas un bon rendement. L'enthousiasme de Seon-A d'hier s'était évaporé. Après tout cet effort et ce travail manuel, ils ont eu 8% de batterie. Jin-sung ne pouvait s'empêcher de regarder ses pieds tremblants et meurtris. Il est vraiment comme moi. Ils s'attendaient à un mauvais rendement, mais voir leurs craintes confirmées reste décourageant. En regardant le bon côté, Jin-sung a trouvé quelque chose. Il a peut-être trouvé le meilleur endroit où aller. S'ils décident de quitter le bâtiment de l'entreprise, ils n'auront pas à aller loin. Ils peuvent vérifier l'entrepôt logistique proche. Cet endroit pourrait avoir de la nourriture et des outils essentiels pour survivre. Le problème, c'est d'y arriver. Ils pourraient obtenir une voiture, mais conduire sur les routes glacées sans GPS pourrait être un gros souci. Ils pourraient utiliser les téléphones pour dessiner une carte sur papier. Seona lui a dit qu'il pouvait aller à l'entrepôt sans carte. Après tout, c'est proche de chez elle. Elle passe souvent par cet endroit lorsqu'elle se promène. Chaque jour passé ensemble, cette femme continue de prouver que s'associer avec elle était la décision la plus sage. Avec un partenaire de fin du monde et un but, Seon-A se sent pleine d'énergie. Cette fille n'est pas très habile mais toujours prête à relever des défis difficiles. Elle fait sa part du travail même avec des pieds blessés. Elle n'a jamais convoité ses bottes d'hiver. Avec cela en tête, il a pris sa décision. C'était une question très étrange, mais il lui a demandé la taille de ses pieds. Il a menti, inventant qu'il avait vu des bottes quelque part. En entendant cela, son visage s'est illuminé et elle a répondu avec enthousiasme. Malgré les lacunes évidentes du raisonnement, elle s'est même proposée pour l'accompagner récupérer les bottes. Jin-sung s'est précipité vers la porte et lui a demandé d'attendre.
Il ne peut pas encore révéler son étrange capacité. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec des bottes d'hiver élégantes qui allaient parfaitement à Seon-A. En offrant ce cadeau précieux, le système a indiqué qu'un groupe était formé avec succès. C'était un nouveau développement. Le système a expliqué que les pièces gagnées par un membre du groupe seraient automatiquement ajoutées à la banque de Jin-song. Cela veut dire qu'une équipe plus grande offrirait plus d'avantages. Offrir des articles de la boutique aux autres survivants pourrait être le déclencheur. Perdu dans ses pensées, Seon-A le remercia chaleureusement pour les bottes confortables. Il était tellement concentré à théoriser sur d'autres fonctions possibles du système qu'il ne l'a même pas entendu. Voir sa main traverser l'invite du système l'a sorti de sa rêverie. Jin-song s'est excusé, disant qu'il était juste un peu étourdi par la faim, et cette gentille femme lui a offert à manger de ses provisions, repoussant les mystères du système au fond de son esprit. Ils sont retournés à leur endroit pour manger. Comme ça, 14 jours se sont écoulés depuis le début de l'épidémie et le blizzard sans fin a commencé. Leur réserve d'eau est épuisée depuis 3 jours. La soif se fait sentir. Aujourd'hui, on teste la poêle pour fondre de la neige. Seon-A a récupéré des papiers à brûler. Compte tenu du risque de propagation du feu à l'intérieur de l'abri, ils ont pris la décision de l'allumer sur le toit. Cela comporte également des risques. Si un feu est allumé à l'extérieur, la fumée pourrait attirer des pillards qui se cachent dans les environs. Ces personnes se déplacent généralement en groupe. Avec l'état chaotique du monde, les pillards sont voués à se rassembler pour commettre toutes sortes de crimes inhumains. Ils voleront, tueront, agresseront et commettront des violences sexuelles à leur guise. Jin-song voulait éviter d'allumer un feu pour ne pas attirer l'attention des mauvaises personnes. Mais ils n'avaient plus d'option. Avec un briquet, ils ont enflammé des papiers de bureau et les ont empilés sur un tiroir en métal. Ils ne s'étaient pas réchauffés ainsi depuis longtemps. Pendant 1 minute, Seon-A et Song Jin-song ont partagé la chaleur du feu. Puis, ils ont mis de la neige dans sa poêle précieuse et ont réussi à faire fondre pas mal d'eau. Désespérés de s'hydrater, les deux ont partagé une tasse d'eau chaude. Cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas eu une goutte d'eau potable, encore moins quelque chose de chaud. Seon-A était émue aux larmes. Elle commençait à oublier qu'une telle chaleur existait dans ce monde dur. Ils ont partagé une soirée chaleureuse, heureux de ne pas avoir abandonné et de s'être trouvés. Les petites choses comme ça peuvent donner aux désespérés la force de tenir un peu plus. La nuit passa tranquillement et le jour 15 de survie arriva. Seon-A se réveilla la première et poussa doucement Jin-seong pour qu'il se réveille. Elle a vu quelque chose sur l'autre bâtiment et l'a montré à lui. Ce gars qui les observait de l'autre côté a envoyé un autre message. La note disait que d'autres survivants viennent vers eux. Pour être précis, ils traversent pour unir leurs forces. Cette nouvelle a donné un choc à Jin-song. La note a été donnée il y a juste un moment. Ça va compliquer les choses. Seon-A a vu le groupe bouger activement, donc ils arriveront sûrement à cet étage bientôt. Ils ont peut-être aperçu le feu hier soir. Pas moyen d'être sûr s'ils sont amicaux ou des pillards opportunistes. Ils pourraient être dangereux. En surveillant l'entrée, un groupe d'hommes en vêtements d'hiver, armés d'armes contondantes, est sorti. Pour l'instant, Seon-A et Jin-song ont choisi de rassembler leurs affaires et de quitter leur emplacement. Ses voisins ont même des boucliers en bois pour affronter les zombies errants en chemin. Ils se déplacent plus rapidement et de manière plus organisée que prévu. Les trois géraient les morts vivants de manière très systématique. Ils attirèrent les créatures sans cervelle, avec des sons, isolant les cibles une par une et les éliminant rapidement. À ce rythme, ils monteraient dans l'immeuble de bureau en 10 minutes au plus. 15 minutes tout au plus. Le duo avait terminé de faire ses bagages, mais ils avaient déjà perdu beaucoup de temps. Les voisins géraient un bien jusqu'à ce qu'ils fassent une erreur et attirent trop de zombies pour les gérer. Réalisant cela, ils ont avancé et couru vers le bâtiment. Avec une horde de zombies à leur trousse, le gars avec une masse a brisé la vitre pour se frayer un chemin.